Bonjour, c'est la fin de la COP29 à Bakou. L'occasion de revenir non pas sur les engagements en matière de climat, ça seul le temps dira s'ils sont tenus. Non, c'est le choix du pays hôte qui interroge. Fallait-il désigner l'Azerbaïdjan, pays du Caucase accro aux hydrocarbures et surtout bien peu regardant en matière de droits de l'homme? Vous nous donnerez votre avis. Yelena Maglandière, doctorante en géographie géopolitique à l'université Paris 8 et attachée temporaire d'enseignement et de recherche au laboratoire habité de l'université de Reims. Mais d'abord, pour la première fois depuis l'accord de Paris en 2015, aucun représentant français n'était là. Raison de ce boycott, les accusations portées par le dirigeant de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, envers la France, qu'il accuse de crimes dans les territoires d'outre-mer. Écoutez-le s'exprimant à la COP29 devant des représentants d'États insulaires, suivi de la réponse de la ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Les voix de ces communautés d'outre-mer sont souvent brutalement étouffées par les régimes en place dans leur métropole. La liste des crimes de la France dans ces prétendus territoires ne serait pas complète sans mentionner les récentes violations des droits humains par le régime. Le régime du président Macron a tué 13 personnes et en a blessé 169 autres lors de la manifestation légitime des Kanaks en Nouvelle-Calédonie cette année. Les attaques directes contre notre pays, ses institutions et ses territoires sont injustifiables. L'Azerbaïdjan instrumentalise la lutte contre le dérèglement climatique pour un agenda personnel indigne. Ces attaques constituent une violation flagrante du code de conduite de la CCNUCC. Elles ne resteront pas sans réponse. Il est par ailleurs ironique que l'Azerbaïdjan, régime répressif et liberticide, donne des leçons de droits de l'homme. Voilà. Yelena Maglandière, cet échange-là, il date d'il y a une dizaine de jours. Lorsqu'il parle d'outre-mer, Ilham Aliyev fait référence à la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Alors, Ilham Aliyev fait référence à la Nouvelle-Calédonie parce que ça fait 1 an ou 2 que l'Azerbaïdjan, dans le cadre d'un conflit qui l'oppose à l'Arménie puis à la France, a pris pour parti de dénoncer des crimes qui seraient coloniaux ou qui seraient encore coloniaux de la France dans ses outre-mer, en particulier la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la Martinique, Guadeloupe et Guyane. En allant jusqu'à monter un groupe d'initiative de Bakou qui prétend lutter contre le colonialisme français, il a tissé des liens avec les indépendantistes kanaks. Alors oui, il a tissé des liens avec les indépendantistes kanaks. On a vu au printemps, pendant les émeutes qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie, que certains militants arboraient des t-shirts avec un drapeau d'Azerbaïdjan dessus ou tenaient des drapeaux azerbaïdjanais en parallèle du drapeau de la Nouvelle-Calédonie kanaki. Et il a également tissé des liens avec certains réseaux indépendantistes aux Antilles. En recourant aux besoins à la désinformation. En recourant aux besoins à la désinformation, c'est ce qu'avait montré une fiche technique publiée par Viginum à l'été à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc, recours à la désinformation sur les réseaux sociaux, Twitter, un petit peu de LinkedIn également, et oui, en repostant des contenus ou en créant même parfois des contenus indépendantistes ou des contenus qui désinforment sur des violences policières qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles. À la tête de ce pays, l'Azerbaïdjan, qui revendique une place croissante sur la scène internationale, parfois même loin, très loin de sa sphère d'influence, on vient de le voir avec la Nouvelle-Calédonie, il y a un homme, Ilham Aliyev. Qui est-il, Antoine Fenot ? Ilham Aliyev, c'est cet homme que vous apercevez ici. Raphaël, pour le présenter, je voulais vous relayer une description. Elle émane d'un diplomate américain, je le cite. Ilham Aliyev, c'est à la fois Sonny et Michael Corleone, les 2 fils mafieux du parrain réunis dans un seul homme. Une description qui en dit long. Ilham Aliyev, c'est surtout le fils de cet homme, Heydar Aliyev, que vous apercevez ici, qui était le premier président de l'Azerbaïdjan, un ancien major général du KGB. Vous reconnaissez peut-être son costume. Premier secrétaire également du Parti communiste azéri, un apparatchik, comme on dit. Donc, c'est lui qui se fait élire lors de l'indépendance de l'Azerbaïdjan. C'était en 1993, je le disais, premier président du pays qu'il dirige d'une main de fer jusqu'à sa mort en 2003. C'est alors qu'entre en scène son fils Ilham Aliyev qui reprend donc les rênes de ce pays riche en hydrocarbures. Ilham Aliyev qui est d'ailleurs, avant d'être président, était à la tête de la principale compagnie pétrolière du pays. L'Azerbaïdjan, pays riche en hydrocarbures, je vous le disais, on va le voir ici sur cette carte, il se trouve juste ici, l'Azerbaïdjan qui est le 20e producteur mondial de pétrole. Et ça, c'est une ambition, c'est une aubaine pour les ambitions du régime et pour Ilham Aliyev
qui l'utilise pour renforcer un régime, il faut bien le dire, dictatorial et des élections truquées notamment, dont le résultat est connu à l'avance. Je voulais vous livrer notamment cette citation, elle émane d'un observateur des dernières élections présidentielles dans le pays. Vous le voyez juste ici, même si les observateurs notent que 300 personnes sont venues, les autorités en annoncent 500, le pourcentage des votes est même connu à l'avance, nous dit cet observateur. Les urnes ne sont pas montrées aux observateurs lorsque les votes sont comptés. Élections truquées, vous l'avez compris, répression systématique également des opposants. Mais l'image de son pays, Ilham Aliyev, tient à la préserver. Il est d'ailleurs l'inventeur de ce qu'on appelle la diplomatie du caviar, ce que vous apercevez ici, ou comment l'Azerbaïdjan, nous dit les confrères du Monde, s'offre l'amitié de responsables politiques européens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, des pots de vin, des malversations, de la corruption de certains élus européens, notamment à l'image de cet eurodéputé italien que vous apercevez juste ici, ex-eurodéputé italien, Luca Volonté, qui lui a été condamné notamment à 4 ans de prison pour corruption et détournement de fonds. Ouais, Yelena Maglandir, c'est donc une dynastie, hein, Haïdar, puis Ilham Aliyev, qui s'est constitué un énorme patrimoine, on l'a compris, à travers une mainmise sans faille sur cette puissance gazière qu'est l'Azerbaïdjan, et qui a à cœur aujourd'hui de redorer son blason. De ce point de vue-là, la COP29 a servi ses intérêts. Ah oui, la COP29 a servi ses intérêts. On va voir avec peut-être un petit peu de recul qu'elle ne les aura pas servis autant que l'Azerbaïdjan aurait souhaité qu'ils les servent. Mais ça a fait quelques années, peut-être une quinzaine d'années, que l'Azerbaïdjan a engagé un mouvement vraiment de diplomatie événementielle qui est financé par la rente pétrolière et gazière. Donc on a eu l'Eurovision, il me semble qu'il y avait eu des Jeux européens également, le Grand Prix de Formule 1, la COP29. C'est dans cette droite lignée-là. Et oui, en interne, en tout cas, Ilham Aliyev dirige son pays d'une poigne de fer. Et quiconque s'oppose à lui s'expose à des représailles, y compris ici même, sur le sol français. Reportage d'Hugo Pufnet pour France 2. Mahaman Mirzali est blogueur. En ligne, il est très critique vis-à-vis du gouvernement azéri, ce qui lui vaut des poursuites en justice et de nombreuses menaces. En 2020, il échappe à un premier assassinat, l'arme du tueur s'enraye. Puis en 2021, à Nantes, des hommes le poursuivent et le poignardent en pleine rue. Je refuse parce que c'est une poubelle qui est métal et fixé par terre. Je refuse mon cœur là qui est protégé. Et vous avez pris des coups de couteau? Coup de couteau après, et voilà, c'est... Où ça? Derrière ma tête. Vous avez pris combien de coups de couteau? À peu près les 16 couteaux. Les assaillants le laissent pour mort, mais il survit. 15 jours plus tard, il reçoit alors des messages étonnants. Leur auteur se surnomme Ouamay. Qui suis-je en français? Il prétend avoir été sollicité pour intégrer le commando d'assassins. Nous avons traduit la discussion. Ils m'ont proposé d'aller en France pour te kidnapper et te tuer. J'ai refusé. L'homme semble très informé. Il désigne l'un des assaillants et transmet des photos comme celle-ci avec un fusil mitrailleur. L'homme arbore sur son corps des tatouages en forme d'étoile, le symbole d'appartenance à une mafia russe. Le 12 juin 2022, il est arrêté alors qu'il revient en France avec des complices. Des armes, un faux passeport et sur le GPS, l'adresse de Mahaman Mirzali, le blogueur. Pour les enquêteurs, c'est un nouveau projet d'assassinat déjoué. En tout, 10 personnes sont accusées, presque toutes azéries. Pour le blogueur Mahaman Mirzali, le commanditaire est tout trouvé. C'est le gouvernement azéri qui ne lui pardonnerait pas ses critiques et ses accusations répétées de corruption. En septembre 2024, un autre opposant politique, ex-procureur en Azerbaïdjan, a lui été tué à Mulhouse, poignardé à mort à une quinzaine de reprises. Yelena Maglandir, c'est un régime féroce, d'abord envers ses opposants en interne. D'abord envers ses opposants en interne. C'est absolument tragique ce qui est arrivé à Mahaman Mirzali et que ça ait pu se produire sur le sol français. Mais en interne, là, du moins dans l'année qui vient de se passer en préparation de la COP, le régime azerbaïdjanais a emprisonné un certain nombre de journalistes indépendants, un certain nombre de chercheurs, des économistes, des activistes, des militants pour la paix, donc notamment Barous Samadov qui est doctorant à l'université Charles de Prague, qui est quelqu'un qui a moins de 30 ans, qui est très jeune, qui fait un travail très important en sciences politiques et dont le militantisme pour la paix n'a pas plu au régime et qui est maintenant emprisonné, qui risque 20 ans de prison pour trahison. Faire place nette avant cette grande opération de peace-washing, comme on dit, et de greenwashing qui a été la COP29. Oui, parce que c'était principalement cette génération-là de journalistes, de chercheurs et d'activistes qui avaient des clés à la fois conceptuelles
et politiques pour dénoncer ces opérations de greenwashing, de peacewashing et la manière dont l'autoritarisme se reproduit dans ces événements, dans cette diplomatie événementielle-là. Alors on le voit, on l'a vu, les tensions avec la France, et parmi les sujets de contentieux figure aussi le sort de 2 citoyens français. Martin Ryan, détenu depuis maintenant 1 an par Bakou, il est accusé d'espionnage, ce qu'il dément, et puis Théo Clair, condamné lui à 3 ans de prison pour un simple graffiti dans le métro, alors que ses co-accusés ont été libérés. Là on parle de 2 personnes qui sont des prisonniers de droit commun, ou bien des monnaies d'échange, des otages d'une certaine manière. C'est et l'un et l'autre. Et je pense que c'est assez évident que leur statut de prisonnier doit servir de levier d'une manière ou d'une autre dans les relations diplomatiques de l'Azerbaïdjan avec la France. Moi, j'en sais pas plus. Mais effectivement, c'est clair que ces personnes-là ont bénéficié d'un traitement de défaveur parce qu'elles étaient françaises. Alors, parmi les sujets de contentieux avec la France, il y a aussi la question du Haut-Karabakh, ce territoire séparatiste disputé depuis 35 ans avec l'Arménie, est repris en main par l'Azerbaïdjan au terme d'une offensive éclair l'année dernière, Antoine Fenault. Oui, offensive éclair et surtout conflit vieux de plusieurs décennies, vous l'avez dit Raphaël. Le Haut-Karabakh, c'est bien ce territoire montagneux que vous apercevez ici en orange sur cette carte. Alors évidemment, c'est une carte qui ne tient pas compte des dernières évolutions, on va y revenir, qu'il est majoritairement peuplé d'Arméniens. Et en 1988, on revient donc un peu en arrière, ce territoire vote son rattachement à l'Arménie. La première guerre éclate donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Première guerre du Haut-Karabakh, comme on la qualifie. Elle fera plus de 30 000 morts, des milliers de disparus et de déplacés. En 1994, un cessez-le-feu est conclu. L'Azerbaïdjan y perd tout de même 13% de son territoire. Et ça, il ne l'acceptera jamais. Le pays se lance ensuite dans ce qu'on peut qualifier de course à l'armement avec l'Arménie. Vous apercevez ici les écarts de dépenses en pourcentage de PIB et les dépenses militaires en millions de dollars. L'Azerbaïdjan qui s'est donc constitué une armée bien supérieure à celle de l'Arménie. Le temps passe, les accrochages se multiplient jusqu'en septembre 2020. Septembre 2020, c'est la date de cette offensive éclair de l'Azerbaïdjan sur le territoire que vous apercevez ici, ce mouvement d'encerclement. 6 semaines pendant lesquelles les forces arméniennes sont écrasées. L'Azerbaïdjan reprend un tiers du Haut-Karabakh, à la clé 6500 morts tout de même. Sous l'égide de la Russie, un cessez-le-feu est conclu le 10 novembre 2020. Vous apercevez une image de ces discussions jusqu'ici. Les tensions pourtant, elles demeurent très vives. Les séparatistes du Haut-Karabakh, eux, sont acculés. Le soutien arménien est inexistant et le 19 septembre 2023 advient ce qui devait arriver. L'Azerbaïdjan repasse à l'offensive et fait plier cette fois-ci en 24 heures les séparatistes du Haut-Karabakh. Dans la foulée, ces derniers annoncent la dissolution de facto de la République séparatiste, poussant également, et c'est ça aussi qui est très important à noter, la fuite de 80% au moins des Arméniens qui étaient présents sur son territoire. Yelena Maglandière, on peut parler de nettoyage ethnique au Haut-Karabakh, cette enclave autrefois peuplée majoritairement d'Arméniens. Alors oui, on peut parler de nettoyage ethnique, du moins ce sont les conclusions auxquelles est arrivée l'organisation Freedom House dans un rapport qui a été publié il y a une semaine environ. On peut parler de nettoyage ethnique parce que des conditions n'ont pas été remplies pour pouvoir assurer le maintien dans des conditions sécuritaires de la population arménienne sur le territoire du Karabakh. Et dans cette population arménienne vivait avec un risque d'exaction, vivait sous un blocus, vivait en situation presque de famine, et donc on peut qualifier ça de nettoyage ethnique. Destruction des symboles culturels aussi de la présence arménienne. Oui, destruction des symboles culturels de la présence arménienne, en particulier le patrimoine religieux arménien qui est très très présent au Nagorno-Karabakh. On parle d'églises, on parle de tombes. On parle de cimetières, de lieux qui ont été désacralisés. Alors parfois par l'action individuelle de soldats ou de personnes qui n'agissent pas dans le cadre de l'État ou dans le cadre d'un groupe, mais parfois avec une volonté de l'État de réinventer ce patrimoine culturel arménien pour le ramener dans le giron de l'histoire ou de l'historiographie azerbaïdjanaise. Retour juste avant cette reprise en main du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. C'était le 31 août 2023. Une délégation d'élus français s'était alors rendue sur place pour constater le blocus du corridor de Latchine, celui qui relie, on vient de le voir, le Haut-Karabakh à l'Arménie et par lequel transitait l'essentiel du ravitaillement. C'était un reportage à l'époque de Taline Oudjan pour France 24. Une délégation politique française achemine une dizaine de camions remplis de produits de première nécessité
et constate la situation au corridor de la Chine. Face de vous, vous voyez très bien le point de contrôle établi illégalement par les forces azerbaïdjanaises. Ces élus appellent le président Macron à déposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. La communauté internationale ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on ait d'ici quelques semaines, quelques mois, des centaines de morts, des enfants qui n'ont pas accès à la nourriture absolument indispensable, des gens qui n'ont pas accès aux soins pour que tout le monde se réveille. Ces derniers jours, quelques centaines d'étudiants et d'Arméniens ayant un passeport russe ont été autorisés à quitter l'enclave. Un chemin périlleux. 4 hommes ont été arbitrairement arrêtés et envoyés à Bakou en passant le checkpoint. Pour les Arméniens coincés sur place, la situation devient insoutenable. Sans essence, l'agriculture locale ne tourne plus, les étals sont vides et les stocks de farine sont sur le point d'être finis. Le 12 août dernier, une première personne est décédée de malnutrition. Les Arméniens refusent toute aide de l'Azerbaïdjan par une autre route, de crainte que Bakou ne s'empare de tout le Haut-Karabakh. Voilà ce qui fut fait, effectivement, par la suite. Yelena Maglandian, l'Azerbaïdjan a délibérément organisé ce blocus déguisé à l'époque en action de militants écologistes. Oui, ce blocus est conduit d'abord par un groupe de jeunes plutôt qui se présentent comme des militants écologistes et qui demandent l'intervention de l'armée et d'État azerbaïdjanais afin de continuer ce blocus pour des fins qui seraient écologiques, pour empêcher l'exploitation illégale d'une mine qui présenterait un danger pour l'environnement. Et ensuite, ce blocus est continué à partir, il me semble, de mars ou d'avril 2023. Et le blocus est repris en main par l'armée azerbaïdjanaise. Et à partir de ce moment-là, ça s'intensifie encore. Et effectivement, c'est l'armée qui maîtrise ces checkpoints. Et la population de Stepanakert, au Karabakh, ne peut plus sortir. Aujourd'hui, on assiste à des tensions sur toute la frontière de la région arménienne de Syunik en raison d'une autre enclave azerbaïdjanaise. Celle-là, exclave plutôt, le Nakhichevan, en territoire arménien, est censé être relié à l'Azerbaïdjan par le corridor de Zangezur. C'est là une source de conflit majeure. C'est là une source de conflit très importante qui a même été, je pense, considérée comme casus belli par l'Azerbaïdjan pendant la période entre 2020 et 2023 où justement cette situation d'entre-deux après le cessez-le-feu. Donc ce corridor de Zangezur est censé être un corridor donc maintenant qui est agrandi dans les discours, qui est amplifié d'importance géopolitique régionale, reliant à la fois l'Azerbaïdjan à la Turquie en passant par le Syunik et par le Nakhichevan, et reliant, et sont censés aussi relier cette exclave du Nakhichevan à sa métropole azerbaïdjanaise. L'Europe, en tout cas, elle reste plutôt discrète. Il faut dire qu'elle a bien besoin du gaz d'Azerbaïdjan, n'est-ce pas, Alice Le Bourdon, à Bruxelles pour France 24. Des accords gaziers ont continué à se conclure à la COP29 sur le climat, des accords entre l'Azerbaïdjan, hôte de l'événement, et certains pays européens, la Bulgarie, la Slovaquie par exemple. Rappelez-vous, en 2022, pour tenter de réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe, l'Union européenne avait signé un protocole d'accord avec le pays d'Ilham Aliyev, un accord dénoncé par le Parlement européen qui, en début d'année, avait voté une résolution non contraignante appelant l'Union européenne à revoir ce partenariat au cœur des préoccupations. La question des droits de l'homme avec une forte répression de la société civile dans ce pays. Le commissaire européen aux droits de l'homme a d'ailleurs fait pression sur Bakou pour que soient abandonnées les poursuites visant un universitaire emprisonné après avoir publié un rapport dénonçant le fait que l'Azerbaïdjan blanchissait du gaz russe pour le vendre à l'Europe. Et c'est bien là l'autre question au cœur des préoccupations, puisqu'en parallèle de ces accords gaziers avec l'Union européenne, eh bien Bakou a augmenté ses importations depuis la Russie, et même si l'Azerbaïdjan assure que ces importations ont pour but de servir à un usage uniquement domestique, certains craignent qu'une partie de ce gaz soit envoyée en Europe. Yelena Maglandian, oui, cet accord il fait grincer des dents en Europe. Le Parlement européen a adopté un texte l'an dernier qui réclame sa suspension. Il appelle à des sanctions aussi ciblées contre l'État azerbaïdjanais. Aliyev ne fait pas l'unanimité en Europe. Non, Aliyev ne fait pas l'unanimité en Europe. En revanche, l'Europe là-dessus est divisée. Enfin, l'institution européenne, les institutions européennes sont divisées entre les institutions législatives qui représentent, qui sont formées de différents députés, différents membres du Parlement qui, eux, peuvent se permettre effectivement d'affirmer et de manifester cette opposition, et l'exécutif européen qui n'est pas du tout sur la même ligne et qui effectivement poursuit une politique avant tout guidée par une stratégie économique qui essaye de sécuriser cet approvisionnement en gaz azerbaïdjanais. Le Conseil de l'Europe a suivi pourtant des ONG comme Amnesty International en dénonçant les violations du droit humanitaire par des détentions arbitraires actuellement
au Haut-Karabakh. Oui, parce que c'est la raison d'être du Conseil de l'Europe, mais qui n'est pas une institution de l'Union européenne. Donc là-dessus, il y a toujours cette petite différence. Et l'Azerbaïdjan est en conflit ouvert avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont elle avait été exclue en janvier 2024. Donc oui, là, c'est une relation avec le Conseil de l'Europe qui ne va pas bien du tout, et notamment parce que c'est devant le Conseil de l'Europe que les opposants azerbaïdjanais et les victimes de répression peuvent créer, ouvrir des affaires juridiques afin éventuellement d'obtenir justice. Ce pays, l'Azerbaïdjan, est historiquement proche, certains disent même sous la tutelle de la Turquie, tout en recevant des armes d'Israël et en évitant de se mettre à dos les Russes. C'est une diplomatie à géométrie variable. Oui, alors si on écoute la manière dont les Azerbaïdjanais eux-mêmes parlent de leur diplomatie, ils vous diront que c'est une diplomatie multivectorielle ou multilatérale ou une diplomatie de bon voisinage où l'intérêt, du fait de la situation géographique de l'Azerbaïdjan qui serait au centre un petit peu de ces différents réseaux, c'est de maintenir des bonnes relations avec son voisin au nord qui est la Russie, au sud l'Iran, à l'est l'Asie centrale, à l'ouest la Géorgie, la Turquie et plus loin l'Union européenne. Donc c'est dans cette optique-là que l'Azerbaïdjan mène sa diplomatie multivectorielle avec plus ou moins de succès. Seul l'Iran semble être une source de tension pour ce pays, l'Azerbaïdjan, pourtant majoritairement musulman chiite. Oui, alors les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan sont particulièrement compliquées et la dimension religieuse ne permet pas justement de tout expliquer. L'Azerbaïdjan est un pays comme l'Iran à majorité chiite. Pour autant, l'Iran et l'Azerbaïdjan n'ont pas toujours les mêmes intérêts, que ce soit au niveau de l'exploitation pétrolière et gazière, que ce soit au niveau plus basique d'alliances géopolitiques ou de relations internationales, et aussi que ce soit au niveau du soutien à l'Arménie, étant donné que l'Iran et l'Arménie sont deux pays qui sont historiquement alliés. S'il est aussi puissant, en tout cas aujourd'hui, les débuts d'Ilham Aliyev n'ont pas été un long fleuve tranquille. Son élection en 2003, année où il succède à son père, est contestée. S'en suivent de violentes manifestations qui sont commentées à l'époque par Christian Autin pour France 2. Ils sont en colère. Leur candidat à l'élection présidentielle vient d'être sévèrement battu. Et ils contestent le résultat du vote qu'ils estiment truqué. Plusieurs milliers de personnes sont descendues cet après-midi dans les rues de Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. Une manifestation qui a vite tourné à l'affrontement. Bilan, 1 mort et une cinquantaine de blessés, dont un enfant de 5 ans dans un état grave. Le premier tour de l'élection présidentielle se tenait hier et a été remporté par cet homme, Ilham Aliyev, qui succède à son père avec près de 80% des voix. Une victoire remise en cause par son challenger. Les opposants accusent le président sortant, au pouvoir depuis 30 ans, d'avoir fait élire son propre fils pour perpétuer une dynastie familiale. Selon une mission européenne d'observation, le vote a été entaché d'irrégularités. Pour les grandes compagnies pétrolières, la victoire du clan Aliyev est un gage de continuité. Cette ancienne république soviétique possède d'immenses réserves d'hydrocarbures. Elles semblent loin, ces manifestations, Yelena Maglandière. Aujourd'hui, il règne sans partage et sans contestation sur son pays, Ilham Aliyev ? Non, il y a des contestations, mais qui ne sont pas forcément de l'ampleur de ces manifestations qui ont eu lieu il y a 20 ans. Et c'est vrai qu'on ne retrouve plus cette intensité-là, mais il y a quand même des contestations, il y a quand même des manifestations et qui parfois vont se concentrer sur des objets d'opposition, de contestation, peut-être un petit peu plus sur des territoires plus petits, des questions municipales, des questions écologiques. Il y a une contestation récemment au niveau de l'exploitation d'une mine, dans une région un petit peu excentrée loin de Bakou, où les villageois, les résidents ont voulu s'opposer au perçage d'un lac qui aurait servi à nettoyer les déchets de la mine d'or, et le gouvernement l'a très mal pris et a opéré un blocus de ce village dont on ne peut pas rentrer sans passer par le checkpoint. Donc si cette contestation elle existe, mais plus de cette ampleur-là. Vous parlez du perçage d'un lac, on évoque quand même un pays qui accueille, ou qui vient d'accueillir, la COP29, qui est censée être effectivement un événement consacré exclusivement aux questions climatiques. En l'occurrence, il s'agissait du financement, de l'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas que ça, la COP29 pour Ilham Aliyev, on le comprend bien. Ah non, ce n'est pas que ça. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de greenwashing sur cette COP29. C'est que ce greenwashing sert à verdir la réputation de l'Azerbaïdjan et en même temps
l'Azerbaïdjan utilise la COP29 comme plateforme pour faire avancer ses propres initiatives géopolitiques et diplomatiques. Typiquement, ce groupe d'initiatives de Bakou dont nous parlions tout à l'heure, qui a pu tenir plusieurs événements dans cette COP, dans donc ce qu'on appelle la Green Zone, qui est la zone non officielle de la COP, où les ONG d'État azerbaïdjanaises tiennent un pavillon et où donc, on a eu droit à certains événements dénonçant le néocolonialisme vert, bien évidemment dénonçant le rôle de la France et notamment les essais nucléaires français dans le Pacifique. Donc la COP sert de plateforme à l'Azerbaïdjan pour avancer ses discours, pour avancer son narratif. Il ressort plus fort de cette COP, Ilham Aliyev ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors peut-être qu'en interne, oui, peut-être que la COP a servi à renforcer certains réseaux de patronage, tout comme la transition énergétique supposée de l'Azerbaïdjan sert aussi à financer certaines de ses élites et certaines de ses relations patron-client. Pour autant, sur la scène internationale, cette COP a donné lieu à une contestation beaucoup plus visible et beaucoup plus mainstream, je dirais, de l'Azerbaïdjan qu'avant, notamment du fait de la venue de Greta Thunberg à Tbilissi en Géorgie pour dénoncer publiquement la tenue de la COP en Azerbaïdjan et l'autoritarisme azerbaïdjanais. Le coup de projecteur de la COP n'a peut-être pas été que au bénéfice de l'Azerbaïdjan et peut-être que cette émission d'ailleurs y aura aussi contribué. Merci beaucoup Yelena Maglandir d'avoir été avec nous sur France 24. C'est la fin du monde dans tous ses états. Retrouvez-nous la semaine prochaine et d'ici là sur notre site internet france24.com.